Bienvenue, mesdames, messieurs, les titres de ce JT des JT. Le Bénin célèbre son 64e anniversaire d'indépendance le 1er août prochain. Dans cette édition, des citoyens de Cotonou font le bilan. La journée de l'artisan béninois a été célébrée cette semaine. Les activités entrant dans le cadre de la célébration ont été lancées à la place du souvenir, le point dans un instant. Guinée, l'avant-projet de nouvelle constitution sera présenté au Parlement de transition ce lundi 29 juillet 2024. Ce sera lors d'une plénière spéciale à l'hémicycle du Palais du Peuple. Bonsoir, le Bénin célèbre le 1er août 2024 le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Quelques jours avant la célébration, des citoyens de Cotonou ont fait le bilan de 64 ans d'indépendance au micro de Zaï TV. L'indépendance, quoi? Le pays doit être indépendant. On n'a pas l'indépendance. Selon le droit international, nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants et je crois que c'est d'abord cela. La reconnaissance internationale, l'ONU reconnaît le Bénin comme un pays indépendant depuis 1960. Nous ne pouvons pas dire que les choses n'évoluent pas parce que le Bénin n'était pas comme ça en 1960. Le Bénin n'était pas comme ça en 2000, en 2010, en 2020. Tout gouvernement est une continuité. Talon a fait ça là. C'est lui qui a fait. Tout le monde sait ça. Sur la voie de Sékou, il y a des milliers de personnes qui sont là en train de faire leur travail et gagner un peu de l'argent tous les fins du mois. Ça là, il faut le remercier sur ça. On n'a jamais dit non, qu'il n'a pas fait ce genre de travail. Il y a beaucoup d'infrastructures routières. Il a réalisé. Mais c'est un peu plus. Lui, il a fait ça là maintenant. Un autre régime va venir. Lui va dire non, ça là est déjà là. Moi, je vais faire autre chose. C'est pour cela, tous ceux qui ont dit tout gouvernement, c'est une continuité, nous leur disons merci. Concernant le franc et même l'électricité qu'on utilise, ça vient de Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Mais lui, il fait l'effort. Le chef de l'État, il fait l'effort. Je n'en disconviens pas. Je ne l'incrimine pas. Parce que si le Bénin a des problèmes, c'est depuis des années, ça fait plus de 30 ans. C'est vrai, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Nous savons que nous pourrions être encore à un niveau de développement que ce qu'on est actuellement. Et les raisons et les causes sont connues des décideurs. Maintenant, si à un moment donné, nous sommes en train d'amorcer un véritable plan du développement, c'est que la nation est une continuité. Nous savons que les temps à venir, peut-être aujourd'hui, à nos 100 ans d'indépendance, peut-être on aura encore d'autres nécessités. Aujourd'hui, c'est la priorité pour les routes, les infrastructures. Peut-être demain, on va penser même donner des primes de chômage aux sans-emploi. Peut-être on va rehausser un peu la marge salariale. Peut-être que beaucoup d'autres choses viendront. Maintenant, quand nous parlons de l'indépendance n'exclut pas des relations diplomatiques. Nous dépendons toujours. Il n'y a pas un pays isolé. Et on dépend toujours des autres pays sur le plan économique, sur le plan diplomatique également. Nous devons tisser des liens. Maintenant, quand nous parlons de l'indépendance, c'est vrai que sur le plan économique, nous avons encore beaucoup à faire. Mais je crois que le chemin reste. Mais beaucoup de choses ont été faites. À nous maintenant de continuer surtout la jeunesse, les gouvernants, pour créer quand même un espace économique viable pour les jeunes et que tout se passe bien. Mais ce qui est sûr, même la France, les pays développés, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont véritablement indépendants? Il y a toujours des relations que nous devons nouer avec d'autres pays. Une délégation nigérienne a été dépêchée au Bénin le mercredi 24 juillet dernier par le président du CNSP, Abdourahmane Tiani, chef de l'État du Niger, suite à la visite effectuée il y a quelques semaines par les présidents béninois, les anciens présidents béninois, Soglo et Yahi à Niamey. Ces derniers avaient, il faut le rappeler, suggéré aux autorités nigériennes l'arrivée d'une délégation pour la recherche de solutions à la crise qui oppose
opposent les deux pays, c'est-à-dire le Bénin et le Niger, depuis quelques mois. Au micro de EZAE TV, des citoyens béninois ont commenté l'arrivée de ces émissaires et ont souhaité une sortie de crise. Tout d'abord, le plus grand pas, c'est d'abord le premier pas. Puisque nous allons tout d'abord remercier nos deux anciens chefs d'État, le président Yahi Boni et le président Soglo. Vraiment, je leur dis merci. Et je dis merci aussi au président Tiani qui a accepté d'envoyer une délégation pour négocier la réouverture de la frontière. C'est un grand pas. Et si le président nigérien prend l'initiative d'envoyer des émissaires au Bénin pour rencontrer notre président, c'est déjà une prise de conscience. C'est déjà un pas vers la sortie de la crise. Et le fait qu'il ait cette fois-ci accepté d'envoyer une délégation, le président Tiani, et qui a été reçu par le président Talon, c'est déjà un pas. Donc maintenant, on va voir ce que les discussions vont donner. Je remercie le général Tiani. Je le remercie. Je remercie et le président Yahi Boni et le président Soglo. Parce que sans leur démarche, nous n'allons pas avoir la résolution de cette crise. Le président Talon, il a essayé, il a usé de la diplomatie pour le dénouement de la crise. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Pour moi, c'est une grande joie parce que le Bénin et le Niger, nous sommes des frères, c'est des pays frères et les relations sont tissées depuis des années. Et je crois que c'est un grand pas pour une sortie de crise. Je vais demander à nos autorités d'accélérer les choses et pour que la frontière soit ouverte d'ici tôt. Et une fois que la délégation est là, il faut que les discussions soient de discussions franches, sincères, aimables, à écouter. Si ça peut aboutir à un dégel, pourquoi pas? Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature, ont officiellement pris place. Leur installation a été présidée le 22 juillet dernier par le chef de l'État qui leur a adressé un message. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du président Patrice Talon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, je vous félicite pour vos élections et désignations respectives. Et au nom du peuple béninois, je vous adresse mes remerciements pour votre disponibilité au service de la nation. Au nom du peuple béninois, je déclare installer la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature. Je voudrais vous exhorter à exercer vos prérogatives avec dévouement, abnégation et esprit de discernement pour la protection, la promotion, la police et la régulation du secteur de la communication et des médias. Je vous encourage, je vous souhaite bon vent. Merci. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a dévoilé mercredi dernier l'identité du premier au bac 2024. Son nom est Epiphane Kwasi Kassa, candidat de la série C au Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo. Il a été déclaré admis avec une moyenne de 19,04 sur un total de 20. L'information a été donnée lors d'un point de presse. Voici les propos du DOB recueillis par ETélé Bénin. Il a eu à l'écrit, en histoire et géographie, 18 sur 20, en philosophie 16, en anglais 20 sur 20, en français 16 sur 20, sciences de la vie et de la terre 19 sur 20, mathématiques 20 sur 20, physique, chimie et technologie 20 sur 20. À la fin de la composition, et c'est une première, il a réuni une moyenne de 19,04 sur 20.
Il est suivi de Servo Godwin Osvaldo, espoir de la série C du collège catholique de Lokossa, avec une moyenne de 18,63 sur 20. Puis de Amouzou et Léono Pierre Asseye de la série D du Prétané militaire de Bembereke avec une moyenne de 18,36 sur 20. On constate, comme vous le voyez, de très fortes performances de nos candidats. Une moyenne supérieure à 19 sur 20, c'est inédit. Et la moyenne de 16, nous en avons eu 18 sur 20. 16 moyennes, 18 sur 20. Le 22 juillet 2024, le 22 juillet de chaque année, comme le 22 juillet dernier, a eu lieu la journée de l'artisan béninois. Pour cette année, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, sous tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, a organisé du 19 au 22 juillet 2024 la célébration de l'édition 2024 de cette journée. Et les manifestations officielles de cette édition se sont déroulées à la place du Souvenir, ex-place des Martyrs, où s'est tenue la cérémonie de lancement de la JAB 2024. Le reportage est signé ETélé Bénin. Adopté par le décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, la journée de l'artisan béninois est célébrée chaque 22 juillet au Bénin. Cette année, c'est la place du Souvenir qui fait office de lieu de lancement. Allocutions diverses, prestations artistiques, visites de stands de vente sont entre autres activités qui ont meublé cette cérémonie d'ouverture. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi expose ici les différentes dispositions prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des artisans. Les artisans, c'est aussi l'équipement et l'outillage. Les équipements de qualité, les équipements de dernière génération que bon nombre de nos artisans, hélas, par la force des choses, n'ont pas toujours la capacité d'acquérir en raison de leur situation économique et financière. Là encore, le gouvernement a prévu des mécanismes d'accompagnement, aussi bien au niveau du projet Arche, où les artisans qui auront bénéficié d'un certain nombre de formations de recyclage sont éligibles à des prêts concessionnels presque à taux zéro, mais plafonnés à 2 millions de francs CFA. Le préfet du littoral, Alain Oronla, exhorte les artisans à accompagner les efforts du gouvernement en faisant correctement la finition de leurs œuvres. Je voudrais vous prier, chers frères, chères sœurs, chers parents, chers artisans, de mériter et d'être à la hauteur de tous ces efforts qui sont déployés pour que ce qui nous est reproché, au Bénin en particulier, c'est-à-dire la finition, c'est ce que l'on dit souvent. Nous avons de bons ébénistes, nous avons de bons maçons, nous avons de bons carreleurs, mais on dit toujours, c'est mieux au Togo, c'est mieux au Burkina, parce que malgré l'expertise des artisans, ils n'arrivent pas à polir, à polisser et à finir. À la fin de cette cérémonie d'ouverture, des participants livrent leurs impressions et invitent la population à sortir massivement. J'ai surtout noté que le gouvernement a créé, cette semaine même, le fonds d'investissement, le fonds de garantie des investissements des PME, ce qui est une très bonne chose parce que, comme on le dit, c'est vraiment le chaînon manquant, c'est ce qui manquait pour amener les MPME à prospérer dans notre pays. Je profite pour exhorter tous les artisans à sortir massivement, toute la population de Cotonou, venir à la place du Souvenir pour pouvoir visiter les différents stands. C'est une fête et qu'elle soit belle. Il faut noter qu'un concours d'innovation et de créativité est instauré pour rendre spéciale cette édition. Pour 207 artisans inscrits, 16 ont été nominés à raison de 4 artisans par branche pour une exposition de 112 heures. 4 lauréats seront retenus par le jury au thème de l'exposition. La remise de prix est prévue pour le 22 juillet 2024, date de la journée et fin des activités.
En prélude à l'ouverture du marché moderne d'Aïdjedo qui a eu lieu samedi 27 juillet, l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM a procédé le mercredi dernier au tirage au sort des places, ceci en présence d'huissiers de justice et des commerçantes concernées. Voici le reportage signé Canal 3 Bénin. Après l'étape de Kadjeoun, c'est au tour du nouveau marché moderne d'Aïdjedo, situé dans le 6e arrondissement de Cotonou, d'accueillir ses occupants. Mais avant, l'heure est à l'attribution des places aux marchands devant s'installer dans ce centre commercial. Une opération qui se fait ici par un tirage au sort devant ses témoins et un huissier de justice en vue de garantir sa transparence. Aujourd'hui, pour attribuer les places, nous ne faisons plus des attributions arbitraires. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire des attributions avec équité et transparence. Nous ne souhaitons donc pas que quelqu'un dise c'est parce que telle personne connaît X personnes, c'est parce qu'on a eu des instructions de quiconque que nous avons positionné telle personne à telle place au lieu d'une autre place. Donc ce que nous essayons de faire, nous travaillons avec les bureaux que nous avons trouvés au niveau de chaque marché. Le recensement des marchands de cette plateforme commerciale a été fait par l'Agence nationale de gestion des marchés en collaboration avec le bureau de l'ancien marché d'Aïdjedo. D'une superficie de 3034 m², ce nouveau marché moderne d'Aïdjedo est doté de 259 espaces de vente avec toutes les commodités nécessaires. De quoi se réjouissent les marchands. Beauté beauté parfait, 10 sur 10. Petit Paris. Dans les 259 espaces de vente, nous avons 230 étals. Nous avons 3 restaurants, nous avons 26 boutiques. Dans les 230 étals, nous avons 9 poissonneries, nous avons 8 boucheries et nous avons 2 écailleurs. À l'identique de tous les marchés, nous avons un monte-charge, nous avons une infumerie, nous avons un local administratif, nous avons un local déchets et nous avons également une salle polyvalente. Après l'étape d'attribution des places aux marchands, le nouveau marché moderne d'Aïdjedo sera ouvert au public dès le samedi prochain. Dans le cadre de la première édition du Festival de masques Porto Novo 2024, le ministère de la Culture a abrité le mercredi dernier une conférence de presse en préparation de cet événement. C'était en présence du directeur du cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Eric Foli Tota, du directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture, William Kodjo, et du maire de Porto Novo, Charlemagne Koti. Le compte-rendu est signé ETélé Bénin. La ville de Porto Novo accueille du 2 au 4 août 2024 la première édition du Festival des masques. C'est un nouveau format adopté pour célébrer le Festival international de Porto Novo. 3 jours de festivités pour mettre en lumière la richesse et la diversité des traditions béninoises à travers les masques tant sacrés que profanes. En prélude de cet événement, une conférence de presse a eu lieu au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, où l'objectif de ce festival a été exposé avec la présentation du programme des festivités. Le maire de la ville de Porto Novo dévoile le thème choisi pour cette première édition et les lieux où se tiendront les différentes activités. Il s'agira pour nous de participer aux côtés du gouvernement au renforcement de l'attractivité et du positionnement touristique de la culture et des arts béninois, en mettant particulièrement en avant les traditions et les pratiques culturelles liées aux masques vaudou d'ici et ailleurs, mais accessoirement également créer un espace pour nos groupes folkloriques dans l'animation des différentes places. Cette édition aura donc pour thème général les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage. Dans exactement 10 jours, la première édition, ou l'édition test plutôt du Festival des masques de Porto Novo, célébrera la culture et les arts du vaudou masqué au cœur de la ville, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, sur les places mythiques de Lokossa Honto, Mingan Honto, Abessan, ainsi que tout le long de la berge. Le festival propose la procession des masques sacrés et profanes, l'animation des places vaudou Honto, comme je le disais tantôt, par
les masques, et même, de même que nos groupes folkloriques, des concerts, un village artisanal, des stands de gastronomie et un colloque scientifique à l'école du patrimoine africain. Pour Éric Totard, directeur de cabinet du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, la période choisie pour la tenue de ce festival présente beaucoup d'avantages. Ce choix qui a été fait permet aux Béninois de la diaspora de pouvoir participer à cet événement immersif de manière beaucoup plus facile et offre l'occasion aux touristes qui viennent dans notre pays de vivre en live, de vivre directement les traditions artistiques autour des masques de différentes sphères et aires culturelles. Le Festival des masques de Porto Novo ne doit pas être vu seulement comme une vitrine de notre héritage culturel, et c'est aussi un moment de partage, d'échange et de découverte, qui rassemble les artistes, les artisans, les passionnés, quelques curieux venus du monde entier, tous unis par l'intérêt commun pour les traditions et les arts du masque. Le rendez-vous est donc pris dans une semaine pour voir Porto Novo briller aux couleurs de plusieurs masques béninois, gage d'une richesse culturelle incontestable. Dans un communiqué du mardi 23 juillet dernier, la police républicaine a annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat visant le maire de Bukumbe, Nda Kwagu Aldo Caliste. Et dans son condensé, la police a annoncé la mort de 2 criminels et l'ouverture d'une enquête. Pour plus de précisions, suivons un extrait sur Canal 3. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024, un événement d'une gravité incontestable a troublé la quiétude de la commune de Bukumbe. Et pour cause, des individus malveillants ont tenté d'attenter à la vie de M. Nda Kwagu Aldo Caliste, maire de la dite commune. Cet acte odieux, ourdi dans l'ombre des dessins les plus vils, a été déjoué grâce à l'intervention résolue des forces de l'ordre. En effet, les limiers de la police républicaine, alertés depuis quelques jours déjà d'un complot visant l'éminente personnalité qu'est le maire de Bukumbe, avaient pris des mesures préventives pour renforcer la sécurité de l'autorité communale et sa demeure. C'est ainsi qu'à la faveur d'une surveillance discrète et d'une protection renforcée, les forces de l'ordre ont contré avec bravoure et détermination l'attaque pernicieuse ourdie par les malfaisants. Les assaillants, armés et déterminés, ont été confrontés aux fonctionnaires de la police républicaine embusqués pour la circonstance au domicile du maire. S'ensuivit alors un affrontement armé marqué par une fusillade au cours de laquelle les forces de l'ordre firent preuve de sang-froid et d'un professionnalisme inébranlable, parvenant ainsi à neutraliser 2 individus mal intentionnés. Grâce à ce prompt et courageux déploiement des forces de sécurité, M. Nda Kwagu ainsi que sa famille ont échappé de justesse à un funeste dessein ourdi contre leur personne. La battue effectuée la même nuit a permis de découvrir un sac contenant des talismans et des pièces d'identité de certains citoyens connus des services de police. Après les constatations d'usage par l'infirmier-major de l'hôpital de zone de Bukumbe, les 2 corps ont été déposés à la morgue de Natitengu. La brigade criminelle a aussitôt ouvert une enquête et les investigations se poursuivent en vue d'identifier et d'interpeller les autres membres de ce réseau criminel.
L'enquête minutieuse diligentée permettra d'élucider les tenants et les aboutissants de ce complot et d'en identifier les commanditaires. Les familles Vieira et Soglo ont commémoré le jeudi dernier le 3e anniversaire de décès de Rosine Vieira Soglo, ancienne députée et épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Pour l'occasion, une messe a été célébrée à la chapelle de Champ d'Oiseau. Les personnalités présentes ont livré des témoignages sur la défunte au terme de la messe. Propos recueillis par ESAE TV. J'ai fait le témoignage qu'il faut le jour de ses obsèques. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer le couteau dans la plaie. Mais toujours est-il que ce n'est pas une personne dont on se souvient le jour anniversaire de son décès. C'est une personne dont on se souvient tous les jours. Chaque fois qu'on est dans le combat au niveau de l'Assemblée, chaque fois qu'on est dans le combat politique, chaque fois qu'on est dans la défense des plus faibles dans la société béninoise, c'est une personne dont on se souvient et dont on s'inspire. C'est une personne d'abord qui aime la vie, qui soutient la vie, qui accompagne la vie et surtout enseigne la vie. C'est une enseignante de la vie, une enseignante dans la cité, une enseignante dans le monde. Chaque fois quand elle prenait la parole, soit à l'hémicycle ou en dehors, dans des interviews ou conférences, on sent que c'est une personne qui a envie d'enseigner. Elle enseigne du fond d'elle-même et elle partage avec nous ce qu'elle vivait, et ce qu'elle pensait et ce qu'elle incarnait tout court. Une femme de pensée, une femme d'action, une femme de développement. C'est un sentiment de joie mêlé de tristesse. Joie parce que la mémoire de Feu Rosine Vieira Soglo n'est pas partie. Elle continue d'être parmi nous. Elle a laissé beaucoup de messages par son comportement. Et je crois que nous nous battrons pour honorer sa mémoire. Tristesse parce qu'on ne la reverra plus. On n'aura plus de ses conseils. Mais rendons grâce, comme on a dit. Son message est resté. C'est beaucoup d'émotions, bien entendu, effectivement, quand on évoque le nom de cette Amazone que nous avons connue. Tout petit, nous avons grandi. Vous savez, ce nom résonne dans l'esprit de ces millions de Béninois qui l'ont connue, même ceux qui ne l'ont pas vue, comme vient de l'évoquer le Père célébrant. Mais ce nom résonne dans l'esprit de tout le monde par beaucoup de qualités qu'elle a portées, beaucoup d'amour, la combativité, la persévérance, la fidélité, beaucoup de qualités qui manquent aujourd'hui dans l'arène politique et sociale du pays. Donc c'est avec beaucoup d'émotion effectivement que nous avons vécu cette célébration en son honneur. Décédé dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juillet 2024, le journaliste béninois François-Xavier Noumon a été conduit à sa dernière demeure dans l'après-midi du mardi 23 juillet au terme de la prière d'enterrement qui s'est tenue au lieu de la mosquée centrale de Zongo. Quelques proches et connaissances ont rendu un dernier hommage au désormais feu François-Xavier Noumon. Suivons ensemble le propos recueilli par ESAE TV. Xavier, c'est un homme d'une simplicité terrible, mais simplicité aussi dans le travail, dans la profession. Je n'aurais pas voulu, vous voyez, je n'aurais pas cru que bon, voilà, je vais être là en train de parler de Xavier. Vous voyez, parce que Xavier, c'est quelqu'un avec qui, tous les mercredis, de 21h à 1h, à 2h du matin, on est ensemble. Nous avons fait notre dernière émission le mercredi passé. C'est quelqu'un qui est très respectueux, parce que, il faut le dire aussi, ça compte dans la vie d'un homme. Comment vous abordez les gens, comment vous leur parlez, comment vous les comprenez. Et donc Xavier, il a tout ça en un.
Et quand moi je finissais l'émission avec lui le mercredi passé, il y a 7 jours, et on a notre rituel avec Xavier. Quand on finit l'émission, on reste ensemble pendant 1 heure de temps ou 1h30, ce que nous avons fait pour réfléchir à quel sujet nous allons aborder prochainement et faire notre débriefing en quelque sorte. Donc on a fait tout ça avant que moi je ne quitte vers 1h du matin, que je quitte Xavier. Et je m'attendais à ce que, parce que c'est les lundis qui nous rappellent pour nous envoyer le sujet de la prochaine fois, donc je m'attendais hier qu'il m'appelle pour m'envoyer le sujet. Et c'est comme ça que mon téléphone sonne et qu'on me dit que Xavier n'est plus. J'ai donc compris que je ne pourrais plus avoir le sujet. C'est avec tristesse qu'on s'est déplacé de nos lieux habituels pour la mosquée centrale de Zongo aujourd'hui, où on raccompagne à sa dernière demeure un ami, un frère, un collègue. Le jour de son décès, jusqu'à 17h37, lui et moi écrivions, parce qu'aujourd'hui, mardi, nous avions un rendez-vous. Il devait donc me confirmer l'heure du rendez-vous hier lundi. J'étais à une réunion hier à 9h30 quand j'ai reçu le message de son décès. Cela m'a beaucoup attristé. Je n'y croyais pas, j'ai dû faire quelques appels pour en avoir la confirmation. Xavier, c'était un frère. Il avait l'habitude de m'appeler Hoya, Hoya qui dans le jargon marocain veut dire frère. Et moi je répondais Ahi, parce que moi j'ai fait le Koweït et là-bas on dit Ahi. Pour dire que c'était un homme humain sur tous les bords. Toujours à s'enquérir de votre santé, de vos activités, de comment ça évolue. Et c'était toujours un plaisir de faire des projets avec lui. Et j'avoue qu'on en avait plusieurs pour le futur en tant que jeune. Aujourd'hui, il laisse un vide auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de sa corporation que rien ne pourra combler. Pour vous dire la vérité, je vous dirais même que j'ai du mal à accepter qu'on parle de Xavier François et qu'on parle d'obsèques de Xavier François. J'ai même du mal à l'accepter parce qu'il était encore plein de vie. Et ce sont des moments extrêmement difficiles pour chacun de tous ceux que l'on connaît, tous ceux qui l'ont aimé, parce que Dieu seul sait qu'il était encore plein de vie. Il faut dire que c'est une consternation, c'est une grande désolation, c'est de l'amertume. Comme vous pouvez le constater, nous retenons de l'homme un grand témoignage que nous ne finirons jamais d'étaler. Malheureusement, c'est à titre posthume. C'est un choc émotionnel qu'il a laissé dans le cœur des hommes des médias, tous en général, du monde de la vie politique en général, de la vie sociale tout entière. En un mot, c'est toute la vie qui se résume en la personne de Xavier Nomon. François Xavier Nomon était un homme pondéré, très taquin, aimable, mais très dévoué à la tâche. Je l'ai vu en un fidèle serviteur aux côtés de son maître. Il a pu se démarquer de par sa disponibilité. J'avoue, la nature en a décidé autrement. Toutes les fois qu'il m'invitait à ses émissions, d'abord le style dans lequel il m'invitait, il me disait toujours à Pétor, bon, par ailleurs, on est tous de la même région, il me parle Minan, il me dit à Pétor, il faut que tu sois là. La dernière invitation qu'il m'a faite, il m'a écrit à Pétor, j'ai écrit une chronique, il dit, excellent écrit, mais mon problème c'est que tu sois là ce soir. Et il me dit, ah oh, ce que je veux c'est que tu dises oui. Et je lui ai dit, mon frère, je serais venu volontiers, tu es un frère, ton directeur c'est un frère, E-Télé c'est ma maison, mais je suis au village chez ma mère parce que ma santé a pris un coup et au-delà des produits pharmaceutiques, je dois être avec la vieille pour les tisanes. Il m'a dit, je comprends. Nos cœurs sont attristés, nos yeux sont larmoyants, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ferons les dernières prières sur lui aujourd'hui et prierons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accueille dans sa demeure, que la tombe soit un lieu de repos et un jardin du paradis pour lui. Page Inter à présent, le Conseil national de transition en Guinée annonce la présentation d'une nouvelle constitution ce
29 juillet 2024. L'information a été rendue publique le samedi 27 juillet par le Conseil national par le biais d'un communiqué. La présentation sera faite lors d'une plénière spéciale à l'hémicycle du Palais du Peuple. Tous les conseillers nationaux y sont conviés. Dans le communiqué, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, précise que l'ordre du jour de cette plénière est exclusivement consacré à la présentation de l'avant-projet de la Constitution. Il faut noter que ce test représente le 4e point du calendrier de la transition assuré par le régime militaire en place depuis septembre 2021. La présentation de cet avant-projet était initialement prévue pour fin 2023 et elle intervient à un moment où les discussions sur l'organisation d'un référendum avant la fin de l'année 2024 prennent de l'ampleur dans le pays et dans les différentes chapelles politiques. Terminons par le Bangladesh. La police du Bangladesh a fait preuve de retenue mais a été forcée d'ouvrir le feu sur des manifestants pour tenter de protéger les bâtiments gouvernementaux lors des troubles meurtriers de la semaine dernière, a déclaré ce dimanche le ministre de l'Intérieur Asaduzzaman Khan. Malgré le meurtre de leurs collègues, les policiers ont fait preuve d'une patience extrême, a dit M. Khan devant les journalistes. Mais quand ils ont vu que les bâtiments ne pouvaient être protégés, les policiers ont été forcés d'ouvrir le feu, a-t-il ajouté. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne semaine.